La force est un mensonge, le plus grand que l'on se raconte. L'effort est une illusion. Si vous avez déjà ressenti cet épuisement profond, cette fatigue de l'âme, après avoir tant lutté, alors vous comprenez intimement ces mots. Vous n'êtes pas seul dans ce combat silencieux. Nous vivons dans une architecture de l'anxiété que nous bâtissons nous-mêmes, brique par brique, avec la conviction que plus nous forcerons, plus la vie se pliera à notre volonté. C'est la performance de la force dans un monde qui, tout bas, nous supplie de nous abandonner à lui. Imaginez un instant une rivière. Elle a un chemin naturel, un courant qui la guide infailliblement vers la mer. Mais vous, debout sur la rive, vous décidez que son cours n'est pas assez droit, pas assez efficace. Alors vous prenez une pelle, vous commencez à creuser, à déplacer des rochers, à construire des digues. Vous travaillez sans relâche, persuadé que votre volonté peut dompter la nature. Mais pourquoi, à la fin de la journée, la rivière semble-t-elle toujours vouloir retourner à son lit d'origine, et vous retrouvez-vous simplement plus accablé, plus loin de la mer que jamais? Au début, il y a la conviction, une certitude presque arrogante que nous savons mieux. C'est la première étape de cette lutte. Nous voyons notre vie, nos relations, notre carrière, comme un projet à optimiser. Nous dressons des listes, nous élaborons des stratégies. Nous tentons de contrôler les paroles des autres, de prévoir leurs réactions, de forcer une promotion, de réparer une amitié brisée avec la seule force de notre intention. C'est une énergie intense, presque fiévreuse. Nous nous sentons puissants, en contrôle. Nous déplaçons les premiers rochers et l'eau semble, pour un temps, suivre le nouveau chemin que nous avons tracé pour elle. Nous nous félicitons de notre diligence. Nous appelons cela la responsabilité, la maturité. Nous croyons sincèrement que c'est ainsi que les choses se construisent. Nous sommes l'architecte, et la vie est notre matériau brut. Mais voici ce qui se passe ensuite. La vie ne lit pas nos plans. Le courant a une mémoire, une sagesse qui dépasse notre logique. Les gens ne suivent pas le script que nous avons écrit pour eux. Le partenaire que nous essayons de changer résiste. L'opportunité professionnelle que nous pensions mériter va à quelqu'un d'autre. La conversation que nous avons répétée 100 fois dans notre tête se déroule de manière totalement imprévisible. La rivière commence à pousser contre nos digues de fortune. De petites fissures apparaissent. L'eau suinte, cherchant à retrouver son chemin originel. Et c'est là que le deuxième stade commence, celui de la frustration et de l'obstination. Au lieu de voir cette résistance comme un message, comme une information précieuse, nous la percevons comme un échec personnel. Notre ego est blessé. Notre plan était parfait, alors le problème doit venir de la réalité elle-même, ou des autres. Alors que faisons-nous? Nous redoublons d'efforts. Nous prenons une plus grosse pelle. Nous construisons des murs plus hauts. Nous utilisons du ciment. Nous ramons plus fort contre le courant, le visage crispé par la tension. Nous parlons plus fort, persuadés que si seulement les autres comprenaient notre vision, ils se conformeraient. Nous nous isolons dans notre lutte, convaincus d'être le seul héros lucide dans un monde chaotique. Et c'est là que le piège se referme, d'une manière que peu de gens réalisent. Énergie que nous dépensons pour maintenir notre contrôle est précisément énergie qui nous est volée pour vivre véritablement. Chaque minute passée à colmater une brèche dans notre barrage est une minute où nous ne naviguons pas sur le fleuve. Chaque effort pour forcer un oui est une occasion manquée d'entendre un peut-être plus aligné, qui attendait juste un peu plus loin. Les sagesses anciennes parlaient de l'agir sans agir. Ce n'était pas un appel à la paresse, mais à une forme supérieure d'intelligence. Elles observaient que l'arbre le plus solide n'est pas le plus rigide, mais celui qui s'est plié avec le vent. Elles regardaient l'eau, qui nourrit toute chose sans effort, et qui, sans jamais lutter, finit toujours par venir à bout du rocher le plus dur. Dans notre monde moderne, nous avons traduit cette sagesse en son contraire. Nous célébrons épuisement comme une médaille d'honneur. Nous avons remplacé écoute par la planification, l'observation par l'intervention. Nous appliquons des logiques d'ingénieur à la croissance d'une fleur. Observez ce qui se produit alors. La phase finale s'installe. Épuisement. Ce n'est pas une simple fatigue physique. C'est un épuisement existentiel, un vide de l'âme. Les barrages finissent toujours par céder. La rivière, avec une patience infinie, reprend son cours. Et nous nous retrouvons sur la rive, trempés, déçus, avec nos outils brisés à nos pieds. Et le plus ironique, c'est que nous sommes exactement au même point de départ, mais avec une dette d'énergie colossale. La relation que nous voulions forcer s'est rompue. La carrière que nous voulions contrôler nous a échappé. La paix que nous pensions trouver par la maîtrise s'est transformée en une anxiété chronique.
Nous avons lutté contre la vie, et la vie, sans même nous considérer comme un adversaire, a simplement continué être elle-même. J'ai connu un vieil ébéniste qui travaillait le bois avec une révérence presque sacrée. Je lui ai demandé un jour quel était son secret pour créer des formes si fluides, si naturelles. Il a souri et a caressé une planche de chêne. Il m'a dit, « Le bois a déjà une histoire, une direction. Regarde ses veines, sens son grain. Mon travail n'est pas de lui imposer ma volonté, mais de révéler la beauté qui est déjà là. Si je force, le bois se brise. Si écoute, il chante. » Cette lutte pour tout réparer, c'est vouloir imposer notre chant à un bois qui a déjà sa propre mélodie. Mais que se passe-t-il si l'on arrête de scier contre le grain? Que se passe-t-il si, pour la première fois, on lâche la pelle et les plans? Mais voici la chose la plus étrange et la plus merveilleuse. Le moment où vous cessez d'agir contre la vie est le moment précis où la vie commence à agir pour vous et avec vous. Ce n'est pas magique, c'est mécanique. C'est une question de flux. En lâchant la pelle, en arrêtant de creuser frénétiquement, vous faites quelque chose de radicalement nouveau. Vous devenez disponible. Vous vous asseyez sur la rive. Et pour la première fois, vous regardez vraiment la rivière. Vous ne la voyez plus comme un problème à résoudre, mais comme une force intelligente à comprendre. Vous remarquez comment son courant contourne naturellement le gros rocher que vous tentiez de dynamiter depuis des mois. Vous voyez comment elle s'accélère là où le passage est étroit et s'apaise en S, élargissant dans une plaine. Elle n'a pas de plan quinquennal. Elle n'a qu'une seule intention, une seule direction, rejoindre la mer. Chaque obstacle ne fait que rendre son voyage plus unique, plus riche. L'acte de laisser advenir n'est pas de la passivité, c'est la plus haute forme de discernement. C'est l'art de savoir quand agir et, plus important encore, quand cesser d'agir pour simplement observer. C'est le courage de faire confiance au fait que le courant sait où il va. Le cep de vigne ne lutte pas pour donner son fruit. Il ne s'épuise pas à vouloir produire du raisin en hiver. Il répond simplement aux conditions justes, au soleil juste, au temps juste, et le fruit apparaît comme une conséquence naturelle de son alignement. Cesser de se battre n'est pas une faiblesse, c'est reconnaître que votre volonté personnelle est une toute petite barque sur un océan immense. Pourquoi vouloir ramer frénétiquement quand on peut hisser une voile et laisser le vent de l'existence nous porter? Alors, si vous êtes celui ou celle qui se sent épuisé à force de construire des barrages, donnez-vous la permission de faire une pause. Ce n'est pas un abandon. C'est un acte de sagesse suprême. Asseyez-vous sur la rive de votre propre vie. Rangez vos outils un instant. Et écoutez. Écoutez le murmure du courant. Cesser de lutter n'est pas un abandon de la victoire. C'est l'acceptation d'un courant bien plus vaste que votre volonté. Et dans le silence de votre non-agir, dans cet espace que vous ouvrez enfin, vous sentirez pour la première fois l'attraction douce et puissante de l'océan qui vous appelle à la maison. La force est un mensonge, le plus grand que l'on se raconte. L'effort est une illusion. Si vous avez déjà ressenti cet épuisement profond, cette fatigue de âme après avoir tant lutté, alors vous comprenez intimement ces mots. Vous n'êtes pas seul dans ce combat silencieux. Nous vivons dans une architecture de l'anxiété que nous bâtissons nous-mêmes, brique par brique, avec la conviction que plus nous forcerons, plus la vie se pliera à notre volonté. C'est la performance de la force dans un monde qui, tout bas, nous supplie de nous abandonner à lui. Imaginez un instant une rivière. Elle a un chemin naturel, un courant qui la guide infailliblement vers la mer. Mais vous, debout sur la rive, vous décidez que son cours n'est pas assez droit, pas assez efficace. Alors vous prenez une pelle. Vous commencez à creuser, à déplacer des rochers, à construire des digues. Vous travaillez sans relâche, persuadé que votre volonté peut dompter la nature. Mais pourquoi, à la fin de la journée, la rivière semble-t-elle toujours vouloir retourner à son lit d'origine? Et vous retrouvez-vous simplement plus accablé, plus loin de la mer que jamais? Au début, il y a la conviction, une certitude presque sainte, l'idée que vous savez mieux. C'est la première phase de cette guerre silencieuse que vous menez contre votre propre vie. Vous regardez vos relations, votre carrière, et vous y voyez un projet d'ingénierie. Un système défaillant qui attend votre intervention. Alors vous sortez vos outils. Vous dressez des listes. Vous élaborez des stratégies. Vous tentez de contrôler les paroles des autres, de prévoir leurs réactions, de forcer une promotion, de réparer une amitié brisée avec la seule puissance de votre intention. C'est une énergie intense, presque fiévreuse. Vous vous sentez en contrôle, indispensable. Vous déplacez les premiers rochers, et l'eau de la rivière semble, pour un temps, suivre le nouveau chemin que vous avez tracé pour elle. Et vous appelez cela la responsabilité.
La maturité, vous croyez sincèrement que c'est ainsi que les choses se construisent. Maintenant, observez ce qui se passe. La vie ne lit pas vos plans. Le courant a une mémoire, une sagesse qui dépasse de loin votre logique. Les gens ne suivent pas le script que vous avez écrit pour eux. Le partenaire que vous essayez de changer résiste. L'opportunité professionnelle que vous pensiez mériter s'envole. La conversation que vous avez répétée 100 fois dans votre tête se déroule d'une manière totalement imprévisible. La rivière commence à pousser contre vos digues de fortune. De petites fissures apparaissent. L'eau suinte, cherchant à retrouver son chemin originel. Et c'est là que le deuxième stade commence, celui de la frustration et de l'obstination. Au lieu de voir cette résistance comme un message, comme une information précieuse, vous la percevez comme un échec personnel. Votre plan était parfait, alors le problème doit venir de la réalité elle-même. Alors que faites-vous? Vous redoublez d'efforts, vous prenez une plus grosse pelle. Vous construisez des murs plus hauts, vous utilisez du ciment. Vous ramez plus fort contre le courant, le visage crispé par la tension. Vous parlez plus fort, persuadé que si seulement les autres comprenaient votre vision, ils se conformeraient. Vous vous isolez dans votre lutte, convaincu d'être le seul héros lucide dans un monde chaotique. Je pense à un père que j'ai connu, qui voulait à tout prix que son fils devienne avocat, comme lui. Il lui a payé les meilleures écoles, lui a trouvé des stages, lui a tracé un chemin doré. Mais le fils rêvait de musique. Chaque tentative du fils pour explorer sa passion était perçue par le père comme une trahison, un échec de son plan. Le père a redoublé d'efforts, de pression, de manipulation affective. Il pensait réparer la trajectoire de son fils. En réalité, il brisait leurs liens, année après année, au nom d'un amour qui ressemblait à de la possession. Il luttait contre le courant de l'eau, âme de son propre enfant. Et voici où le piège se referme, d'une manière que peu de gens réalisent. Elle, énergie que vous dépensez pour maintenir votre contrôle est précisément, elle, énergie qui vous est volée pour vivre véritablement. Chaque minute passée à colmater une brèche dans votre barrage est une minute où vous ne naviguez pas sur le fleuve. Chaque effort pour forcer un oui est une occasion manquée d'entendre un peut-être plus aligné, qui attendait juste un peu plus loin. Les sagesses anciennes parlaient de l'agir sans agir. Ce N n'était pas un appel à la paresse, mais à une forme supérieure d'intelligence. Elles observaient que l'arbre le plus solide n'est pas le plus rigide, mais celui qui s'est plié avec le vent. Elles regardaient l'eau, qui nourrit toute chose sans effort, et qui, sans jamais lutter, finit toujours par venir à bout du rocher le plus dur. Nous avons traduit cette sagesse en son contraire. Nous célébrons épuisement comme une médaille d'honneur. Et c'est ainsi que la phase finale s'installe. Épuisement. Ce n'est pas une simple fatigue physique. C'est un épuisement existentiel, un vide de l'eau, âme. Les barrages finissent toujours par céder. La rivière, avec une patience infinie, reprend son cours. Et vous vous retrouvez sur la rive, trempé, déçu, avec vos outils brisés à vos pieds. La relation que vous vouliez forcer s'est rompue. La carrière que vous vouliez contrôler vous a échappé. La paix que vous pensiez trouver par la maîtrise s'est transformée en une anxiété chronique. Vous avez lutté contre la vie, et la vie, sans même vous considérer comme un adversaire, a simplement continué d'être elle-même. Mais voici la vérité la plus difficile à accepter. La force même que vous avez employée pour empêcher les choses de se briser est la raison pour laquelle rien n'a jamais vraiment pu commencer. Alors pourquoi le faisons-nous? Si l'effort nous brise, pourquoi y retournons-nous comme un insecte attiré par une flamme qui le consume? La réponse est simple et terrifiante. La familiarité. Nous préférons la douleur familière de notre lutte à l'inconnu terrifiant de l'abandon. Le contrôle, même lorsqu'il échoue, nous donne une illusion de participation, un rôle à jouer dans le drame de notre propre vie. Nous sommes l'ingénieur, le réparateur, le héros fatigué. C'est une identité. Et renoncer à cette identité, c'est accepter de être, pour un temps, personne. C'est accepter de ne pas savoir. Et dans notre monde, ne pas savoir est perçu comme la plus grande des faiblesses. Et c'est ici que la métaphore de la rivière prend une dimension plus profonde, plus vitale. Vous pensiez construire un rempart pour vous protéger du chaos. En réalité, vous avez construit une barrière contre votre propre subsistance. Une rivière ne transporte pas seulement de l'eau. Elle charrie des nutriments, du limon fertile, des graines venues d'ailleurs. Elle est un système de livraison pour la vie elle-même. Chaque fois que vous érigez une digue, vous ne faites pas que stopper un courant. Vous vous privez de tout ce qu'il transportait pour vous. Les rencontres inattendues, les idées nouvelles, les opportunités qui ne figuraient pas sur votre plan. Votre obsession du contrôle crée une zone morte,
un étang d'eau stagnante, où plus rien de nouveau ne peut germer. Vous vouliez la sécurité, et vous avez obtenu la stérilité. Maintenant, changeons de perspective un instant. Regardons la scène du point de vue de la rivière. Pour elle, vous taille, n'êtes pas un ennemi. Vous n'êtes même pas un obstacle significatif à long terme. Vous êtes un rocher temporaire, une anomalie géologique passagère. La rivière ne vous en veut pas. Elle ne se sent pas frustrée. Elle fait simplement ce qu'elle a toujours fait. Cherchez le chemin de moindre résistance vers l'océan. Sa résistance à vos plans n'est pas une attaque personnelle. C'est une information. C'est une invitation constante à retirer ce qui n'est pas aligné avec le flux plus large des choses. Elle vous dit, à chaque fissure dans votre barrage, à chaque goutte d'eau qui suinte, ce n'est pas par là. Fais-moi confiance. Je sais où nous allons. Les anciennes traditions spirituelles comprenaient cela. Quand le Christ disait de regarder les lys des champs qui ne tissent ni ne filent, il ne faisait pas blêle. Éloge de l'inactivité. Il mettait en lumière une forme supérieure d'action. L'action qui naît de l'être et non de la volonté. Une graine ne se demande pas si elle est digne de devenir un arbre. Elle ne lutte pas pour percer la terre. Elle attend simplement les conditions parfaites. L'eau, la chaleur, la lumière, et alors, la croissance est une conséquence inévitable. Elle ne fait pas advenir, elle laisse advenir. Posez-vous la question, quelles sont les conditions justes que vous refusez de laisser exister dans votre vie, trop occupé à essayer de forcer la croissance dans un sol gelé? Vous êtes devenu si habile à ramer à contre-courant que vous avez oublié que la destination se trouve en aval. Vous avez perfectionné les muscles de la résistance au point d'atrophier ceux de la réception. Et le plus grand paradoxe est que cette performance de la force vous a rendu profondément fragile. Chaque imprévu devient une menace, chaque opinion divergente une attaque, chaque retard une catastrophe. Votre monde, que vous vouliez si bien maîtriser, est devenu un champ de mines. La vraie question n'est donc plus de savoir si vous avez la force de continuer à vous battre. Vous avez déjà prouvé que vous l'aviez. La question est de savoir si vous avez enfin le courage de cesser de le faire. Mais voici la vérité magnifique et terrifiante. Rien n'a jamais été brisé. Vous n'étiez pas en train d'échouer. Vous étiez en train d'interrompre un processus de guérison que vous preniez pour une maladie. Chaque problème que vous tentiez de réparer, chaque relation qui se brisait, chaque projet qui déraillait n'était pas un signe de chaos. Était un signe de la vie elle-même, tentant de vous réaligner avec le courant de votre propre âme, un courant que vous aviez oublié. Et c'est ici que tout bascule. La rivière, que vous voyez comme une force brute et indifférente à dompter, était en réalité votre allié la plus intime. Les fissures dans votre barrage n'étaient pas des faiblesses. Étaient des messages. Chaque goutte d'eau qui s'infiltrait murmurait « Pas par là, fais-moi confiance. Il y a un chemin plus facile, plus vrai. » Votre lutte acharnée n'était pas contre le monde. Était une lutte contre votre propre GPS intérieur, qui essayait désespérément de vous ramener à la maison. Observez ce qui se produit alors, au moment précis où vous déposez les armes. Ce n'est pas un vide qui s'installe, ce n'est pas la défaite, c'est une inauguration. Énergie que vous gaspilliez à maintenir les murs de votre prison est soudainement libérée, et cette énergie devient disponible pour autre chose. Pour écoute. Pour la sensation. Pour la première fois depuis des années, vous, Vidis, êtes plus l'ingénieur sur la rive, obsédé par ses plans. Vous êtes dans l'eau. Vous sentez sa température, sa vitesse, sa direction. Laisser advenir n'est pas de la passivité, c'est un acte de confiance radicale. C'est le courage de dire « Je ne sais pas quel est le meilleur chemin, mais je fais confiance à la partie de moi qui sait ». C'est reconnaître que votre intellect, si brillant soit-il, n'est qu'une petite barque. Le courant, lui, c'est la sagesse de l'océan tout entier qui vous attire vers lui. Pourquoi vouloir ramer quand on peut simplement orienter le gouvernail? Votre travail n'a jamais été de creuser un nouveau lit pour la rivière. Il a toujours été de retirer les rochers que vous aviez vous-même placés dans son cours. Chaque peur, chaque croyance limitante, chaque besoin de contrôle est un de ces rochers. L'acte de lâcher prise consiste simplement à cesser de les remettre en place chaque matin. Et alors, la rivière, avec une patience infinie, commence son travail de nettoyage. Elle contourne, elle érode, elle emporte doucement ce qui n'a plus lieu d'être. Elle ne vous demande aucun effort. Seulement votre permission. Et voici la chose la plus belle. Une fois que le barrage est tombé, la rivière ne se contente pas de couler, elle livre. Elle apporte avec elle les nutriments, les graines, les rencontres, les opportunités qui étaient bloquées en amont par votre propre résistance. Vous ne vous battez plus pour obtenir des miettes.
vous vous ouvrez pour recevoir l'abondance qui a toujours voulu vous atteindre. Vous pensiez devoir réparer votre vie, alors qu'il suffisait de cesser de l'empêcher de s'épanouir. C'est la grande inversion. La force n'est pas dans la lutte, mais dans la réceptivité. Le pouvoir n'est pas dans le contrôle, mais dans l'alignement. Vous n'êtes pas un héros fatigué qui doit tout porter. Vous êtes un danseur, et la vie est votre partenaire. Il est temps d'arrêter de lui marcher sur les pieds et d'apprendre à suivre sa direction. Alors, si vous êtes celui ou celle qui se sent épuisé à force de construire des barrages, donnez-vous la permission de faire une pause. Ce n'est pas un abandon. C'est un acte de souveraineté. L'acte de reprendre possession de votre énergie, non pour lutter, mais pour ressentir. Asseyez-vous sur la rive de votre propre vie. Ne faites rien. Pour une fois, ne cherchez pas de solution. Ne planifiez pas la prochaine étape. Rangez vos outils, vos cartes, vos certitudes. Et écoutez. Écoutez au-delà du vacarme, de vos propres exigences. Écoutez le murmure du courant. Vous réaliserez que ce que vous preniez pour le bruit du chaos était en réalité une mélodie. La mélodie de votre propre vérité qui cherchait à se frayer un chemin à travers le béton de vos peurs. La rivière ne voulait pas vous noyer. Elle voulait vous laver de tout ce qui, n'était pas vous. Le grand paradoxe est le suivant. En essayant de tout sauver, vous vous êtes empêché d'être sauvé. En essayant de tout porter, vous avez refusé la main qui vous était tendue. Cette main, c'est le courant lui-même. Il ne vous demande pas de ramer. Il vous demande de lâcher les rames, de vous allonger dans la barque et de faire confiance au voyage. Le seul travail qui vous reste est de ne plus travailler, de devenir léger, de permettre à ce qui est vrai de vous emporter. Cesser de lutter n'est pas un abandon de la victoire. C'est l'acceptation d'un courant bien plus vaste que votre volonté. Et dans le silence de votre non-agir, dans cet espace que vous ouvrez enfin, vous sentirez pour la première fois l'attraction douce et puissante de l'océan qui vous appelle à la maison.